Alors, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Monsieur Tremblay, merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir d'être ici, puis d'une belle salle, parce que j'aurais aimé être assis là, puis vous parler du micro là-bas pour voir comment la salle est belle. Mais la salle est belle aussi parce que vous êtes ici, alors ça me fait plaisir de vous parler. Vous avez pu voir par mon curriculum vitae que je suis dans le groupe des aînés, en ayant commencé une pratique de droit en 68. Faites le calcul, vous allez pouvoir additionner ça rapidement, puis voir quel âge à peu près j'ai. Alors, j'aimerais vous présenter la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. La commission a été créée par la Charte des droits de la personne et des libertés, et cette charte a été adoptée au Québec en 1975, promulguée en 1976. Ce qui fait que cette année, en 2011, je m'excuse de vous tourner le dos, je me sens un peu gêné de faire ça, là. Alors, en 2011, c'est le 35e anniversaire de la Charte des droits et libertés. Nous avons une charte très particulière en le sens qu'elle contient à la fois de la protection, ce sont les premiers articles de la charte jusqu'à l'article 38 inclusivement, et un chapitre sur les droits économiques et sociaux. D'ailleurs, l'article 48, dont Mme Beaulieu vous parlait tantôt, se retrouve dans la portion de la charte qui parle des droits économiques et sociaux, celle qui vient interdire l'exploitation des personnes âgées. On va vous en reparler. La commission est un organisme qui n'est pas comme un ministère du gouvernement. Nous répondons à l'Assemblée nationale. Le président, moi-même, et les 2 vice-présidents et nos membres, nous avons 5 membres nommés par l'Assemblée nationale pour leurs compétences au niveau des droits de la personne, ce qu'on dit en charte, et aussi parce qu'on a le volet jeunesse, donc des gens formés, 5 autres personnes formées ou de leur expertise en connaissance dans les dossiers les droits des jeunes, ce qui fait 13 personnes, 10 à temps partiel, 3 à temps plein, et nous sommes nommés par un vote aux 2 tiers de l'Assemblée nationale, ce qui nous donne cette distance face au gouvernement, ce qui nous permet de faire des avis, par exemple, et donner être interpellé sur des projets de loi, des choses que l'on fait à distance du gouvernement. Alors, notre mission, si tu veux retourner à la précédente, je m'excuse. Alors, notre mission, c'est de veiller au respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne, et ça inclut bien sûr les personnes âgées. Tous les articles de la Charte s'appliquent autant aux personnes de tout âge, et ça inclut les aînés, et il y a certains articles de Charte qui sont spécifiques aux personnes âgées, ainsi qu'à la protection de l'intérêt de l'enfant et au respect des droits qui sont reconnus par la loi sur la protection de la jeunesse et par la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Il y avait auparavant 2 commissions. Il y a à peu près, j'oublie la date exacte, à peu près 15-20 ans, où la commission jeunesse est venue s'ajouter à la commission des droits de la personne, ce qui fait un titre long, là, commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Les jeunes sont aussi, bien sûr, des personnes, mais on voulait que les gens identifient ce mandat spécifique de la commission. On doit veiller aussi à l'application de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics et modifiant la Charte des droits et libertés de la personne. Cette loi, c'est cette loi qui essaie de rendre équitable l'accès à l'emploi. On peut comprendre que des gens de d'autres origines qui sont d'immigration récente ou d'immigration plus lointaine, des fois après 4 générations, que vous ayez plus de difficulté à l'accès à l'emploi. Alors, les groupes sous-représentés qu'on appelle, ça inclut les femmes, ça inclut les gens de Premières Nations, les Autochtones, ça inclut les personnes avec handicap que souvent ont difficulté à avoir accès à un emploi, les minorités ethniques et visibles. Alors, ce sont ces lois-là que nous appliquons, sauf, bien sûr, le gouvernement s'est conservé le contrôle de son propre plan pour sa propre fonction publique. Mais tout le système de santé, éducation, corporation, etc., ça tombe sous notre regard. Alors, ce sont les pouvoirs que nous avons en vertu de la Charte. Ça, c'est les extraits de l'article 71 de la Charte. Avant, je voudrais vous parler, puisque faire référence à Mme Beaulieu et le plan, la Commission, à l'intérieur de ce plan qui est pour lutter contre la maltraitance des personnes âgées, nous avons 2 mesures spécifiques. La première étant d'informer, développer des outils d'information pour bien communiquer l'information nécessaire pour que les gens âgés connaissent leurs droits, que les gens qui agissent auprès de ces personnes-là puissent connaître les droits des personnes et signaler ou dénoncer des situations de maltraitance ou d'abus. Alors, c'est ce premier travail, cette première mesure que nous avons. D'ailleurs, la semaine passée,
les 13 dont on vous montrait tantôt, nous nous sommes réunis là, pendant une après-midi pour faire le tour des actions et voir là où chacun est rendu dans ses actions. La seconde mesure, ça a été pour nous de créer une équipe spécialisée qui a comme mandat de recevoir les plaintes, les dénonciations, les signalements d'abus, de maltraitance des personnes âgées. Monsieur Patrick Aumy qui m'accompagne, j'ai voulu qu'il m'accompagne pour qu'il puisse, vous voyez un enquêteur et qu'il pourrait répondre de cas spécifiques qu'ils enquêtent. Alors, nous avons créé cette équipe spécialisée. Nous traitions avant, parce que les articles existaient avant le plan, de cas d'aînés. Actuellement, on a à peu près une soixantaine de dossiers sous enquête de maltraitance, personnes âgées. On va recevoir à peu près une soixantaine à 70 dossiers, ou peut-être même jusqu'à centaines, je pourrais dire, par année, de signalements. Il y a peut-être 45 à 60 cas qui vont être menus, qui méritent une enquête. Il y a aussi le motif de l'âge. Alors, des fois, les gens nous interpellent à cause de leur âge. Par exemple, je peux vous donner un exemple rapide. Quand vous appliquez pour un emploi, puis vous avez 55 ans, puis sans vous le dire, on vous dit, bien, vous êtes trop vieux, on préfère avoir quelqu'un de 35 ans. Alors, il y a tout le motif de discrimination avec l'âge. Donc, ça peut nous amener aussi du côté des personnes âgées. Et on a bien sûr aussi les dossiers d'handicap, où les personnes avec handicap pourraient être aussi une personne âgée. Actuellement, le motif qui interpelle plus souvent la commission, c'est les questions de race, couleur, origine ethnique, et suivi ou souvent dépassé par les personnes avec handicap. Ça a toujours été l'handicap, le motif le plus fréquemment de plainte à la commission. Et maintenant, le troisième motif, là, c'est celui de l'exploitation, de l'abus personnes âgées. Alors, c'est très important et c'est là, je pense, pour rester, puis ça monte légèrement. Alors, pour faire ces enquêtes, pour faire ce travail, la loi, la charte nous a donné des pouvoirs d'enquête. Donc, nous avons le pouvoir de faire enquête sur un code de discrimination et d'harcèlement au sens des articles 19. Ça inclut, bien sûr, les personnes âgées, soit sur un code d'exploitation. Ça, il y a un article spécifique, l'article 48. Tantôt, on va vous la décrire. Patrick pourra vous en parler. Dans chaque cas de plainte chez nous, on va toujours offrir la médiation. Alors, si les gens, le mis en cause et le plaignant, ou la personne qui représente le plaignant sont en accord, on pourrait tenter de trouver des solutions de médiation, des règlements, alors tout le long de notre processus. Et je peux vous dire maintenant qu'un cas sur 3, les gens vont choisir la médiation, sinon on va tomber en enquête. Quand il y a une situation de personnes âgées, il y a souvent, si on pense, si on croit, si on a des doutes de penser que la personne ne peut plus se gérer elle-même, devenir capable de gérer ses biens, on va faire appel au curateur public. On a un protocole avec eux pour qu'ils rentrent dans le dossier. Nous, on continue notre enquête, mais eux vont pouvoir prendre charge de la personne. Le curateur va faire avancer les procédures pour protéger la personne et ses biens. Et nous avons aussi, en plus de tout le bras d'enquête de la commission, on a le bras promotion, éducation, coopération avec les organismes. Alors, voilà qu'on fait beaucoup de programmes d'information, d'éducation. Nous avons des formateurs. D'ailleurs, on a eu beaucoup de formations récemment. Je pense qu'on est rendu à tout près d'une quarantaine de formations auprès d'intervenants, de gens intéressés, etc., pour montrer quelles sont les lois spécifiques qui s'appliquent, qui protègent la personne âgée. Et il y a les colloques, les conférences. Moi, j'en ai fait, le vice-président en a fait. On va faire connaître notre travail de ce côté-là. Toujours en vertu de l'article 71 de la Charte, parmi nos pouvoirs, on peut diriger, encourager les recherches et les publications. Nous avons des chercheurs chez nous, 4 chercheurs juridiques, 4 chercheurs de formation sociologique. Alors, nous faisons nos propres recherches. On voit que Mme Beaulieu, et bien sûr, les universitaires en font beaucoup. Souvent, on travaille en collaboration où on est nourri des recherches qui sont faites ailleurs. Et on analyse les lois, comme je vous mentionnais tantôt, et on fait au gouvernement des recommandations sur tous les projets de loi qui impliquent les droits fondamentaux, les droits de la Charte. On va coopérer au Québec avec tous ceux qui s'intéressent aux droits de la personne à l'intérieur du Québec, mais aussi à l'extérieur, donc à travers le Canada,
le gouvernement nous demande d'agir le plus possible auprès de la francophonie mondiale, donc auprès de tous les États francophones, mais aussi récemment, nous avons été invités aux États-Unis pour aller parler de certaines choses qu'on faisait dans certains secteurs d'activité. Alors, on est appelé à collaborer aussi avec le monde entier, si on peut dire ainsi. Alors, on fait enquête sur des cas de représailles. La représaille, c'est quand, par exemple, une personne fait une plainte, parce qu'elle a fait une plainte, puis que la commission intervient, propose des mesures, on fait payer le prix à la personne par après, on la punit avec d'autres agissements, on appelle ça des représailles. On peut revenir à ce moment-là et agir aussi concernant les représailles. Alors, je passe la parole à Patrick qui va vous parler de l'article 48 de la Charte. Alors, merci à vous. On en vient au cœur de la présentation. Oui. J'aurais besoin presque de trois mains, le micro, les papiers, l'ordinateur, mais enfin, je vais me débrouiller. Alors, pour ce qui est du fameux article 48 de la Charte, il y a 2 alinéas, mais on va se concentrer surtout sur le premier, qui dit que toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Alors, vous voyez bien que c'est pertinent à notre colloque d'aujourd'hui parce qu'on parle ici des personnes âgées ainsi que des personnes handicapées. On intervient dans les cas de personnes handicapées qui ne sont pas nécessairement âgées, mais on s'aperçoit très bien dans les cas d'exploitation que l'on traite que les personnes âgées sont doublement, disons, vulnérables du fait qu'ils ont à quand même subir les conséquences à la fois qui sont reliées à l'âge, mais aussi très souvent au handicap. Donc, qu'est-ce qu'on entend par personne âgée? Naturellement, il n'y a pas de critère d'âge particulier. Alors, pour se prévaloir de la protection de la Charte, il ne faut pas être âgé de 65, 70 ou 80 ans. Mme Beaulieu l'a bien dit tout à l'heure, des fois, il y a des gens qui ont 85 ans qui sont tout à fait en mesure de voir à la défense de leur propre personne. Mais le tribunal, et c'est surtout la juge Rivet qui a vraiment cerné bien la question de l'âge, qui disait le tribunal des droits de la personne, qui considérait que les personnes âgées étaient les personnes que l'âge a rendues vulnérables et qui peuvent donc s'inscrire dans un rapport de dépendance physique, économique ou psychologique. De même façon, pour ce qui est des personnes handicapées, ce que le tribunal retient normalement, là, ce n'est pas marqué sur PowerPoint, mais je vous le dis quand même, et vous pouvez me faire confiance, c'est que les personnes qui ont des limitations significatives qui les empêchent d'exercer leurs activités courantes. C'est important ici de considérer que contrairement à lorsqu'on intervient en matière de discrimination sur le handicap, quelquefois, une personne qui n'est pas handicapée, mais qui est perçue comme handicapée, peut se prévaloir d'un recours à la commission et être victime de discrimination fondée sur le handicap. C'est un peu étonnant, mais je vous donne un exemple. Disons quelqu'un qui se fait refuser un emploi dans les travaux publics parce qu'il y a un problème de dos théorique. Alors, il y a une déviation de la colonne et l'employeur dit « Ouais, tu es à risque finalement de te blesser, alors on ne te prend pas ». Donc, il est perçu comme handicapé et c'est le même effet que s'il l'était vraiment. Alors que dans les cas d'exploitation, ce n'est pas les personnes qui sont perçues comme handicapées, mais vraiment celles qui ont vraiment des limitations significatives et effectives. Ça prend 3 choses bien importantes en exploitation pour que la commission puisse intervenir. C'est 3 ingrédients qui sont nécessaires à la recette. S'il en manque un, on ne peut pas intervenir. Alors tout d'abord, il doit y avoir une mise à profit. Ensuite, une personne en position de force. Et enfin, des intérêts plus vulnérables. Ce que ça veut dire, c'est que ça prend une personne en position de force, donc ça prend un abuseur. Et ça prend aussi une personne vulnérable, qui est la personne abusée. Et donc, dans cette relation malsaine-là, en fait, la personne qui est en position de force, en position d'autorité, va tirer profit de la vulnérabilité de la victime à son propre avantage. Donc, ça peut être parce qu'elle va en bénéficier sur le plan financier, donc il va avoir un gain, mais ça peut être aussi autrement, et parce qu'il y a quand même différentes formes d'exploitation, et je vais vous les présenter très bientôt. Alors, Mme Beaulieu a très bien mis la table tout à l'heure en parlant de la vulnérabilité. Je vais apporter quelques petites précisions qui sont nécessaires pour nous, mais par contre, je ne vais pas quand même dédoubler l'information qui a été donnée. Donc, de façon générale, on entend d'une personne vulnérable, c'est une personne qui se défend mal, alors qui n'est pas en mesure de voir à ses propres intérêts, que ce soit sa personne ou alors ses biens.
Ce qui est très important pour nous, c'est de faire une distinction entre la vulnérabilité et l'inaptitude. C'est très évident qu'une personne qui est inapte, que ce soit au niveau des biens ou au niveau de la personne, va être nécessairement vulnérable. Alors, si elle est vraiment sous un régime de protection, elle est représentée légalement par quelqu'un d'autre, que ce soit la curatelle publique ou une curatelle privée, c'est sûr qu'elle est vulnérable. Par contre, une personne vulnérable n'est pas nécessairement inapte. Et ça, c'est très important et ça a été bien précisé aussi par des jugements des tribunaux, à l'effet que pour que la commission puisse intervenir, parce qu'il y a exploitation, la personne n'a pas à être inapte. Je vous donne un exemple. Une personne âgée qui a très peu de déficit physique, très peu de pertes cognitives, se retrouve dans une relation malsaine avec son fils qui peut avoir des problèmes, disons, de jeux compulsifs, de drogue, et qui va la violenter, qui va lui faire des menaces psychologiques. Et cette personne-là, finalement, étant donné qu'elle a peur de son fils, va se soumettre à ses 4 volontés. Donc, elle va lui donner de l'argent, même si ce n'est pas ça qu'elle voudrait. Alors, cette personne-là n'est pas nécessairement inapte, mais elle est vulnérable en raison de son contexte familial. Il y a plusieurs indicateurs de vulnérabilité. Et à ce niveau-là, je n'entrerai pas dans tous les détails parce que, on a répertorié facilement une 50aine qui, pour nous, sont qu'on retrouve habituellement dans nos dossiers. Mais ça peut être sur le plan biomédical, par exemple, sur le plan de la santé physique. Alors, on parle des personnes avec des problématiques, naturellement, de handicap physique. Ça peut être psychologique ou psychique. Et par exemple, je vous donne des personnes âgées qui subissent un deuil. Donc, la perte d'un être cher qui fait en sorte que pendant un certain temps, elles tombent dans un état dépressif. Alors, elles peuvent être tout à fait vulnérables à ce moment-là. Il y a aussi au niveau relationnel, donc des personnes qui sont isolées de leur environnement, des personnes qui ont peu d'amis et qui, de fait, peuvent être en plus isolées sur le plan géographique. Alors, je reste, par exemple, dans un fond d'un rang en campagne. J'ai pas d'amis, j'ai très peu de famille. Ces personnes-là, naturellement, vont être à risque d'abus s'ils sont en contact avec un abuseur du fait qu'elles ne peuvent pas nécessairement aller chercher de l'aide à l'extérieur. Alors, quelques caractéristiques du droit à la protection contre toute forme d'exploitation. Ça met en cause, bien sûr, des droits, ce qu'on appelle des droits fondamentaux de la personne. Si on l'applique à la personne âgée, cette personne, elle a droit à la sûreté, elle a droit à l'intégrité, elle a droit à la liberté de sa personne. C'est l'article 1 de la Charte, comme toute autre personne. Elle a le droit à la sauvegarde de sa dignité, de sa réputation, si vous voulez. L'article 4 de la Charte. Le droit au respect de sa vie privée, l'article 5, et le droit à la jouissance et à la libre disposition de ses biens, article 6. On voit souvent dans les exemples où, par pression, des gens vont insister auprès de leur mère, auprès d'une tante, un oncle, pour faire des pressions pour « Ah, donne-moi ta maison, je vais prendre soin de toi. Hypothèque ta maison, j'ai besoin d'argent, on va réparer ta maison, l'argent va ailleurs. » Faire aussi des mandats, des procurations, des gestes donc où la personne va perdre un peu plus contrôle de sa capacité de gérer elle-même ses choses et finalement ça ouvre la porte à des abus. Quand on fait enquête, la commission, c'est très spécifique au Québec et c'est très spécifique à la Charte des droits et libertés. J'ai participé à un colloque international où les gens des autres pays étaient très surpris des pouvoirs que la Commission des droits de la personne avait au Québec, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin du consentement de la victime ou de la personne qui est alléguée victime là, pour faire l'exercice de notre enquête. C'est un grand défi parce que quand la personne elle est victime, souvent aussi, elle est contrôlée, elle a peur, elle a été souvent isolée des autres membres de sa famille. Les gens s'organisent pour qu'elle n'ait plus accès aux intervenants sociaux, etc. Ce qui fait que la personne est sous le contrôle presque entier de la personne qui ensuite abuse de ses biens, etc. Et par la peur et des menaces et des fois aussi de la violence verbale et physique. Alors, pour que la commission intervienne, si vous nous signalez,
Si vous dénoncez une situation, on va intervenir même si la victime n'est pas en accord. C'est sûr qu'on va la contacter, on va aller la voir, on va avoir sa capacité de se gérer, sa capacité intellectuelle de pouvoir, la nécessité peut-être d'avoir l'intervention du curateur ou pas, mais on va examiner. Donc, le consentement écrit de la victime, pour nous, elle n'est pas exigée pour même aller à l'autre étape qui est de saisir le tribunal et avoir des mesures de redressement, des dommages ou des restitutions d'argent qui ont été abandonnées. Alors, ce que la commission fait dans ce temps-là, c'est qu'elle a le pouvoir d'initier de sa propre initiative une enquête. À ce moment-là, on convoque une assemblée spéciale urgente, parce que c'est toujours des situations où on va agir maintenant. Si on prenait une semaine, un mois plus tard, c'est peut-être un autre montant du compte en banque qui serait sorti, ou un autre abus que la personne aurait subi. Alors, on intervient toujours en urgence, mais on va parler des mesures d'urgence, des choses qu'on fait de façon urgente. Alors, la commission va adopter une résolution pour ouvrir une enquête et soumettre à nos enquêteurs une situation de notre propre initiative, sans la volonté de permission. Naturellement, on va voir ensuite les enjeux quand on découvre que la personne ne veut pas qu'on agisse, même si, dans certains cas, elle subit, dans une certaine mesure, des pressions ou des difficultés dans sa gestion de ses biens ou de sa personne. Alors, on a vu tout à l'heure qu'exploiter une personne âgée ou handicapée, c'était profiter de son état de vulnérabilité et de dépendance pour satisfaire ses propres intérêts et ainsi lui occasionner un tort. Donc, naturellement, il y a un préjudice qui s'ensuit. Par contre, l'exploitation a plusieurs visages. Naturellement, on parle souvent de l'exploitation financière ou matérielle. Et ça, je dois dire que dans la très grande majorité de nos cas, il y a effectivement une dimension financière, mais qui n'est pas unique, qui est accompagnée aussi d'autres formes d'exploitation. C'est très souvent un mix ou un assemblage de différentes formes. Alors, sur le plan financier ou matériel, par exemple, la victime donne de l'argent ou des biens à son exploiteur sous la menace, la contrainte, ou prend des décisions qui ne sont pas libres et éclairées. Ici, je dois dire que dans un très grand nombre de dossiers que j'ai traités, les personnes nous disent « oui, mais c'est un don ». Alors, le don en soi, naturellement, il faut regarder dans quel contexte il est fait. Parce que naturellement, on ne veut pas déposséder la personne âgée ou handicapée de son droit de disposer de ses biens. Naturellement, elle a le droit de faire ce qu'elle veut et on serait très malaisé d'arriver et puis de dire, ben non, ben moi je sais ce qui est bon pour vous, puis vous ne devriez pas donner ci ou ça à votre fils, votre neveu ou votre voisin. Par contre, il faut s'assurer que le don est fait de façon libre et éclairée et qu'il n'est pas naturellement fait sous la contrainte. Sur le plan physique, on va voir des cas, par exemple, carrément de violence, alors des coups et blessures, mais ça peut aller aussi, par exemple, à de la négligence. Alors, le fait de ne pas s'occuper d'une personne âgée peut faire en soi que ses droits fondamentaux sont lésés. Par exemple, dans des cas de résidence privée que j'ai enquêté, les personnes étaient laissées à elles-mêmes. Donc, je me souviens du cas d'une dame qui était quadraplégique, et puis ça arrivait fréquemment qu'on oubliait de la faire manger. Alors, c'est des cas de négligence, des cas aussi de soins, de plaies de lit qui ne sont pas traités, des gens diabétiques. Finalement, bon, j'interroge les gens de la résidence, puis on me dit, oui, je pense qu'on a 3 diabétiques. Il y en a d'autres qui me disent, on en a 12. Alors, ils ne sont pas répertoriés, ils n'ont pas les soins. Les gens, on rentre en résidence, puis il y en a un qui est naturellement qui est près d'un coma diabétique. Alors, ça, c'est des cas de négligence. Le fait aussi de s'opposer aux soins requis. Alors, l'intervention du CLSC qui est bloquée pour toutes sortes de raisons, parce que naturellement, quand il y a quelqu'un qui rentre chez nous, que ce soit une infirmière ou un intervenant du C3S, maintenant c'est les C3S, ou autre, naturellement, bien, il voit ce qui se passe. Alors, c'est pour plusieurs abuseurs, c'est préférable de les mettre de côté, de s'opposer à l'entrée et de faire en sorte que la personne âgée ou handicapée se trouve isolée et finalement, bon, ne reçoit pas les soins qui sont requis par son État. Sur le plan psychologique ou affectif, et ça, je dois dire que sur le plan affectif, c'est vraiment pas à sous-estimer. Les questions d'abandon ou d'être retiré de son milieu de vie. C'est quand même assez étonnant qu'est-ce qu'une personne âgée ou handicapée peut endurer pour ne pas être changée de milieu de vie.
Souvent, les gens ils vont nous dire, oui, ben écoute, c'est pas la situation idéale, mais par exemple, je reste avec un membre de ma famille, et puis c'est quoi l'autre alternative? C'est de me retrouver dans une résidence tout seul. Je veux pas, donc j'endure. Et des fois, ils endurent vraiment des choses assez horribles et ils sont victimes de chantage. Donc, si tu ne me donnes pas mon 200 pièces cette semaine, ben je vais te placer ou tu vas te retrouver dans la rue, tu vas être tout seul, tu vas être misérable. Alors, des fois, les personnes victimes doivent choisir finalement entre deux tyrans, puis choisir ce qui pour eux ou elles est le moindre. Donc, elles sont victimes de violences psychologiques ou de chantage. Et lorsque je le disais tout à l'heure, on retrouve très souvent dans un même dossier plusieurs formes de violence, d'abus et d'exploitation. C'est rarement unique. De même, le milieu de vie des victimes est varié. Ça peut être à domicile, ça peut être leur propre domicile. Ça peut être aussi chez un membre de leur famille. Ça peut être dans des ressources de type familial, une résidence privée. On a aussi des résidences intermédiaires, là, donc des résidences privées qui sont sous contrat avec des établissements hospitaliers. Et ça peut être dans de l'hébergement public. On a eu quand même quelques cas de CHSLD dans les dernières années. Malheureusement, ça revient beaucoup encore dans les médias. Bien, je dis malheureusement, c'est sûr que c'est bon de les dénoncer, mais si ça revient, c'est que ça existe. Alors, de ce niveau-là, ça continue. Maintenant, c'est beau de parler qu'on a des droits, il faut savoir quoi faire avec. Alors, qui peut s'adresser à la Commission des droits et porter plainte? La victime elle-même peut porter plainte à la Commission des droits de la personne, mais naturellement, on reconnaît qu'une victime n'est pas toujours en mesure de le faire. Donc, elle n'est pas toujours en mesure parce qu'elle n'a pas les capacités de le faire, les capacités cognitives ou physiques, aussi parce qu'elle est isolée, elle n'a pas les ressources, elle ne peut pas crier à l'aide. Et ça peut être parce que, par exemple, justement, je disais qu'une personne qui reste avec son fils et puis qu'elle n'a pas accès au téléphone et puis qu'on lui fait très clairement comprendre que si elle l'appelle, il va avoir des conséquences. Mais il y a un cas qui est probablement un des premiers cas à s'être présenté au tribunal des droits de la personne en 1994, qui est le cas Berzowski. Excusez pour la prononciation. Et c'était en résidence privée. Et les victimes étaient originaires de l'Europe de l'Est. Ils ne parlaient ni anglais ni français. Alors, vous pouvez vous imaginer, on est âgé, handicapé, et on parle que le hongrois ou le roumain. Alors, ce n'est pas toujours évident pour ces personnes-là, naturellement, et c'est bien clair de déposer plainte elles-mêmes. Alors, ce qui est prévu par la Charte, c'est qu'une personne, un individu, peut, au nom d'une autre personne, dénoncer la situation. C'est important ici de préciser que c'est une dénonciation, parce qu'en tant que personne, on ne peut pas porter plainte au nom d'une autre, à moins d'être son représentant légal. Donc, si, par exemple, une personne est sous curatelle, son représentant légal ou son mandataire légal peut effectivement déposer une plainte. Par contre, si vous, dans votre entourage, vous voyez qu'une personne âgée ou handicapée victime d'exploitation, vous pouvez vous adresser à la Commission des droits de la personne, nous rapporter le cas, et nous, on va établir à ce moment-là, s'il y a lieu, comme M. le Président tout à l'heure l'a mentionné, de faire une enquête de notre propre initiative en disant, bien, écoutez, on n'a pas de plainte, mais on nous a rapporté la situation et on juge qu'il est nécessaire d'enquêter. Pour ce qui est des pouvoirs d'enquête de la Commission, ce sont des pouvoirs très étendus qui nous sont dévolus par la loi sur les commissions d'enquête. Alors, dans les faits, les deux seuls pouvoirs que l'enquêteur n'a pas, c'est celui de la perquisition et de l'emprisonnement. Autrement, on peut interroger des témoins. Donc, on va aller rencontrer tous les personnes qui gravitent autour de la victime, que ce soit les mises en cause ou des témoins, et on va aller recueillir leur version des faits, leur déclaration, et on va monter le dossier avec ça. On peut aller visiter les lieux, dans les résidences, par exemple. On va aller voir dans quelles conditions les personnes âgées ou handicapées sont hébergées. Je disais qu'on n'avait pas le pouvoir de perquisition. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on tente d'entrer dans une résidence et on fait obstacle à notre travail, on ne peut pas, par nous-mêmes, prendre la décision de forcer les lieux. À ce moment-là, il y a deux alternatives. Disons que si c'est une urgence majeure, on peut faire appel aux policiers pour nous accompagner et rentrer lorsqu'on a vraiment des raisons de croire qu'il y a une atteinte imminente à la santé ou à l'intégrité d'une personne.
Autrement, c'est qu'on va mandater nos avocats, notre contentieux, pour s'adresser au tribunal des droits de la personne et aller chercher une mesure d'urgence. Alors là, avec un mandat du tribunal, on va pouvoir exercer nos fonctions et pénétrer sur les lieux. On va pouvoir aussi documenter la situation qui nous est rapportée. Par exemple, si c'est un cas d'exploitation financière, on va aller chercher, lorsque c'est pertinent naturellement, les comptes en banque, les états financiers, et on va faire une preuve à partir de ça. On va essayer de voir de quelle façon les flux financiers se sont faits au détriment de la victime. Donc, on va suivre le flot de l'argent, finalement, qui sort d'un compte, qui s'en va dans le compte du mis en cause. Ce n'est pas toujours pertinent parce que, bon, pour différentes raisons, des fois, les montants sont de moindre. Et puis, juste avec les témoignages, on peut réussir à faire une preuve, mais lorsque c'est nécessaire, on va éplucher les comptes. On peut aller chercher aussi les actes notariés, les actes de vente. Des maisons, ça arrive très souvent que les maisons sont cédées et donc sont vendues, parfois même sans la connaissance de la victime. J'ai eu des cas où la victime était hospitalisée et lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, sa maison avait été vendue parce que le procurateur ou le mandataire avait abusé du document et il avait confondu que le mandat, ça doit être exercé dans l'intérêt de la personne qui émet le mandat et non pas dans l'intérêt du mandataire. Donc, pour certains, c'est une licence pour voler d'avoir un mandat. Et on peut émettre des subpénas, donc lorsque les gens ne veulent pas nous remettre les documents ou venir comparaître devant nous, on va envoyer des subpénas pour les contraindre à le faire. Et lorsque nécessaire aussi, on va établir une preuve par expert. Ça peut être, par exemple, lorsqu'on a difficulté à établir que dans un temps donné, la personne était vulnérable, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'un des ingrédients essentiels de l'exploitation, c'est la vulnérabilité. Ça va bien si on nous rapporte un dossier que ça s'est passé dans les derniers mois, mais lorsque l'exploitation a lieu sur 10 ans, et moi je dois établir qu'il y a 7 ans, lorsqu'il y a eu une transaction, la personne était vulnérable à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement évident. J'ai beau éplucher les rapports médicaux, mais des fois, ça va être nécessaire d'avoir une preuve d'expert, donc un médecin, pour venir établir que oui, étant donné la condition particulière de madame à ce moment-là, elle n'était pas en mesure de consentir. Aussi, par exemple, dans les cas d'exploitation financière, lorsque il y a des chèques, par exemple, qui sont signés et que l'abuseur va imiter la signature de la victime, bien, ça va nous prendre très souvent aussi un expert en écriture judiciaire pour venir effectivement témoigner, pour dire non, ce n'est pas la victime qui a signé ces chèques-là, ça a été forgé. Finalement, je dois dire, justement, on parlait de la mesure d'urgence tout à l'heure. Alors, c'est l'article 81 de la Charte qui nous permet d'intervenir en cours d'enquête devant le tribunal lorsqu'on a des raisons de croire qu'il y a un risque d'atteinte à l'intégrité ou à la sécurité d'une personne. Puis là, on va aller devant le tribunal et on va dire, écoute, là, je ne dirais pas ça comme ça, là, mais on va aller faire une preuve à l'effet que, écoutez, là, si on ne peut plus attendre, alors ça nous prend une ordonnance, par exemple, pour entrer sur les lieux ou pour déplacer la victime parce qu'elle est violentée ou on va avoir un interdit de contact. Et ça, on a eu dernièrement, et je dois dire que c'est toujours un peu problématique pour nous, une dame qui reste avec son fils, et elle est victime de violence. Elle veut être protégée, mais elle ne veut pas partir de chez elle, puis elle ne veut pas être séparée de son fils. Alors, c'est des cas très particuliers où il y a vraiment, effectivement, des relations assez étonnantes, des fois entre l'abuseur et l'abusé. À ce moment-là, la mesure d'urgence qu'on a eue, c'était d'ordonner au fils de cesser toute violence ou toute menace à l'endroit de sa mère. Et l'ordonnance visait aussi les services policiers pour demeurer à l'affût que s'ils avaient un appel quelconque qui visait cette dame-là, d'intervenir. Mais vous comprendrez très bien que ça a ses limites parce qu'on n'est pas là 24 heures sur 24 et on a beau ordonner au fils de cesser toute violence. S'il entre en décompensation un soir, où il a pris de la boisson ou vraiment il est dans un état second, bien, c'est évident qu'on ne peut pas protéger la dame, mais des fois, on ne peut pas protéger non plus tout le monde contre leur volonté. Et le tribunal est assez sensible à ça, de respecter quand même le droit à l'autodétermination des victimes. C'est du latin.
C'est pour ordonner, c'est une décision, un ordre du tribunal que nous, on peut faire pour que les personnes soient obligées de nous apporter un document, de venir témoigner devant nous. Les avocats me supportent prendre du latin partout là, pour montrer qu'ils ont fait des cours classiques. On a combien de minutes? Je sais qu'on commence à prendre du temps, là. Je vais essayer de faire rapidement pour le reste. 10 minutes, ça irait? C'est trop, ça? On va faire ça rapidement. Pour les mesures d'urgence, vous voyez, c'est important pour nous. On a un avocat à plein temps qui appuie l'équipe d'enquêteurs pour prendre toutes ces mesures nécessaires au moment où on veut les faire. En cours d'enquête, je vais aller rapidement parce que je sais le temps passer vite. La personne peut être inapte, donc on va référer le cas au curateur pour entamer les procédures de nommer un curateur aux biens et de protéger les biens de la personne. On continue notre enquête parce qu'il y a souvent des biens qui ont été dilapidés, des sommes qui ont été volées par des mauvaises utilisations de mandat. Il faut récupérer ça. Si la personne est apte, deux choses qu'on peut faire. La personne peut consentir à ce qu'on intervienne. Ça arrive souvent, ça. Elle ne veut pas parler contre son fils ou contre sa famille, ou des fois c'est un neveu et une nièce, des fois c'est un voisin, des fois c'est un ami, des fois c'est un intervenant, des fois c'est quelqu'un qui s'est placé autour d'elle lors du vieillissement, que les enfants se sont éloignés. Alors là, on va enquêter, la personne nous laisse aller, mais elle a peur. Alors donc, on peut proposer des mesures à ce moment-là. Si la personne ne consent pas, là, on peut, puis en toute connaissance de cause, on peut être obligé de se retirer, mais la Charte reconnaît son droit fondamental à disposer d'elle-même. Donc, on a vu une situation, par exemple, de neveux et nièces qui s'étaient plaints que leur tante de 93 ans dilapidait ses biens avec un couple d'amis des voisins. Et après avoir examiné tout ça, on s'est aperçu que la tante de 93 ans était très lucide, elle savait ce qu'elle faisait. Alors, ce qu'on a réussi à faire, c'est une réunion de famille, les neveux et nièces avec la tante. La tante leur a dit, écoutez mes petites nièces, vous ne savez même pas c'est quoi la date de mon anniversaire, vous venez jamais me voir. Ces gens-là le savent, c'est mon argent, je vais le dépenser comme je veux. J'ai le goût d'aller en voyage, puis d'amener ces gens-là, je vais y aller. Vous prendrez ce qui restera quand je mourrai. Alors, les petits neveux et nièces ont compris, puis là, ils ont vu que leur tante n'était pas si... Nous aussi, on a vu qu'elle n'était pas du tout exploitée, elle savait vraiment ce qu'elle faisait, elle était pour vivre avec ses moyens financiers qu'elle avait. Mais on voit d'autres situations où les gens, tous les biens de la personne sont disparus, il ne reste plus rien. Au moment où on arrive, il ne reste plus rien. La personne a à peine maintenant payé un endroit où demeurer, elle n'a plus sa résidence, les comptes de banque, les placements, tout est disparu. Et des fois, on ne peut plus récupérer ces sommes-là. Alors, nous, on doit s'assurer que la personne est en sécurité, qu'il n'y a pas que sa sûreté n'est pas compromise et qu'on peut avoir une surveillance adéquate. Donc, on fait affaire avec tous les intervenants milieu, C3S, etc., la police. De plus en plus, je dois le souligner, les caisses, les banques nous signalent des comportements dans les comptes de banque des personnes qui sont différents. Par exemple, une personne qui habituellement sortait 1 500 par mois, payait son loyer, ses petites dépenses, tout d'un coup, on vient sortir des blocs de 5 000, des placements qui n'avaient jamais été touchés depuis des années. Maintenant, ça se vide, un 20 000. Puis la personne âgée, souvent seule, souvent accompagnée, ne sait pas trop, ne sait plus quoi dire, à quoi ça va servir, mais elle vient sortir ces choses-là. Des fois, elle revient, mais la même journée, chercher un second montant, parce que l'autre personne l'attend, parce qu'elle a besoin pour consommer de la drogue ou des dettes de jeu ou toutes sortes de choses. La personne a une pression sur elle. Alors là, on a ces banques qui nous interpellent, on peut arrêter les mandats, on peut faire cesser la saignée. Et dans certains cas, on a pu récupérer des argents, les gens ont reconnu les sommes prises et donc maintenant une dette vers la personne et on peut commencer à avoir des remboursements de ces sommes-là. Alors nous, ce qu'on peut faire, c'est cesser l'atteinte, la réparation du préjudice, moral ou matériel, condamner à des dommages. On va obtenir du tribunal des dommages moraux, des dommages punitifs, des remboursements d'argent si c'est possible, des restitutions de biens si c'est possible. On va faire annuler des contrats dans certains cas de vente, de mandat, de testament fait pendant que la période était capable de bien comprendre, elle n'avait plus la capacité de faire un tel acte. Protection contre les représailles. Correctif au plan de la gestion des biens. On va s'assurer que quand on va sortir de là, que la personne va être protégée, qu'elle sera dans un environnement sain pour qu'elle puisse poursuivre sa vie, que les organismes qui avaient été écartés soient auprès d'elle pour continuer. On voit dans certains cas qu'il n'y avait pas de bien du tout, et que la personne se pensait victime,
Et finalement, c'est qu'elle connaissait moins bien les services auxquels elle doit. Des fois, on ressort, c'est juste qu'elle a obtenu finalement les services de soutien qu'elle a besoin. Donc, on sait qu'on a accompli quelque chose pour elle, même s'il n'y a pas de bien là, qui a été dilapidé. On sensibilise les parties aux causes d'abus. On a une meilleure compréhension des relations entre la personne âgée handicapée avec son entourage, donc on rétablit des liens. On vous a parlé des mesures d'urgence tantôt. Je vais cesser là. On a plusieurs exemples. J'aimerais juste dire un dernier petit mot, parce que tantôt, j'ai oublié au début, la Commission fait des avis aussi. Et récemment, on a fait un avis dont je voudrais vous parler, qui est celui, puis M. Plamondon, qui était assis là tantôt, je ne sais pas s'il est passé, là, alors, qui avait interpellé la Commission. Alors, nous, on a fait l'examen de la loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès. Et on a recommandé au gouvernement de modifier cette loi-là pour donner plus de pouvoir au coroner dans les cas de décès. Premièrement, on veut que la négligence comme étant un des facteurs qui a contribué au décès de la personne soit examiné par le coroner. On n'a pas ça dans notre loi actuellement. Et aussi qu'il y a certains moments où la personne, le décès d'une personne âgée, le coroner doit intervenir, par exemple, dans certaines institutions, mais dans d'autres endroits, il n'y avait pas à y aller. Donc, on demande à ce que les ressources intermédiaires, les résidences personnes âgées, auraient l'obligation d'aviser le coroner, tout en donnant à celui-ci le pouvoir de déterminer s'il y a lieu ou pas de faire une investigation, parce que sinon, s'il faisait tout, il n'en sortirait pas. Il y a des décès normaux, tout à fait de fin de vie, quand les personnes sont âgées, puis elles sont plus âgées dans certaines résidences. Alors voilà. Vous avez compris aussi que des fois, une enquête d'une personne peut nous amener tout un groupe de victimes possibles. Quand on rentre dans les résidences, on va découvrir que oui, cette personne-là, elle est victime, elle souffre, mais c'est le cas aussi de plusieurs autres personnes. Souvent, on se retrouve avec plusieurs victimes, alors que ça avait commencé avec une victime. Merci beaucoup.